Bonjour, nous sommes le jeudi 15 janvier. Merci de nous rejoindre dans Fil Éco, l'émission qui revient sur votre actualité économique locale. On commence tout de suite avec les titres de cette édition. C'est un projet qui stagne depuis des années. La zone d'activité des Portes de Saint-Cyr, située près de l'aérodrome, pourrait enfin sortir de terre. Le promoteur a obtenu l'aval de la Direction générale de l'aviation civile. Les finances de l'Université de Versailles-Saint-Quentin à l'équilibre pour 2015. Cette semaine, le budget a été voté. Si la situation s'est un peu améliorée par rapport à 2014, les économies de rigueur ne font pas l'unanimité. Cette semaine, nous mettons la mode à l'honneur avec une jeune créatrice de vêtements vicinoise. Elle est styliste et lance sa marque de costumes pour hommes. Enfin, dans notre entretien, cette semaine, nous parlerons du Club FAS et de ses initiatives pour 2015. Pour cela, nous sommes avec Mohamed Bonsouri. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur du Club FAS. Nous ferons donc avec vous le bilan de l'année qui vient de se dérouler et nous parlerons des projets et ambitions pour 2015. Mais avant cela, passons en revue l'actualité économique de la semaine. Je vous le disais en titre, depuis des années, le projet est bloqué, mais peut-être plus pour longtemps. La zone d'activité des Portes de Saint-Cyr, située en bordure de l'aérodrome de la ville, pourrait enfin sortir de terre. Elle a rencontré nombre de difficultés, mais en décembre dernier, le nouveau projet présenté par Camar Finance a obtenu l'aval de la Direction générale de l'aviation civile. Regardez. La ville de Saint-Cyr l'espère, ce projet sera le bon. Situé en bordure de l'aérodrome, le projet des Portes de Saint-Cyr prévoit la réalisation d'environ 45 000 m² d'activité. La proposition de Camar Finance a été repensée depuis sa première présentation il y a 1 an et demi. Le projet des Portes de Saint-Cyr est un projet de parc d'activité qui permettra de développer sur la commune de Saint-Cyr-l'École une zone d'activité artisanale, technologique et de bureaux. Saint-Cyr-l'École est une ville en constant développement, elle est à proximité de Versailles. On sait que cette zone manque de locaux, de bureaux et de surfaces disponibles pour différents types d'entreprises et notamment des petites entreprises, des artisans qui souhaiteraient s'implanter dans des petites unités. Le montant des investissements devrait avoisiner les 80 millions d'euros. Soutenu par la mairie, cette zone d'activité pourrait générer des centaines d'emplois. Seul problème, la proximité avec l'aérodrome. Depuis plusieurs années, le GOAS, groupement des usagers de l'aérodrome de Saint-Cyr-l'École, s'oppose à tout projet sur le site. Monsieur Janin m'a proposé qu'on se rencontre et on a dit qu'on était d'accord. Une chose, nous cherchons à protéger d'une part notre sécurité en tant que pilote et d'autre part, nous cherchons à protéger notre aérodrome en tant qu'infrastructure publique et en tant que partie essentielle du patrimoine aéronautique français. Des discussions devraient avoir lieu courant février. Le promoteur espère déposer un permis de construire en juin 2015. Cette semaine, le vote du budget de l'Université Versailles-Saint-Quentin s'est déroulé à Versailles. Il a été voté en décembre dernier. Les étudiants s'étaient invités au conseil d'administration, obligeant les représentants à reporter le vote. En 2014, je le rappelle, le budget de la faculté était déficitaire. Cette année, encore des économies seront réalisées pour revenir à l'équilibre. Regardez ce reportage réalisé avec William L. Des grilles fermées, une chaîne et un filtrage à l'entrée, seuls les membres du conseil d'administration sont autorisés à entrer au siège de l'université de Versailles-Saint-Quentin. Des mesures prises pour éviter les débordements du mois de décembre, où des étudiants s'étaient invités au conseil d'administration pour témoigner de leurs craintes. Des craintes à propos du budget 2015 toujours d'actualité. Le gouvernement a mis la priorité jeunesse complètement de côté. Du coup, il fallait taper du poing sur la table. Cette fois-ci, ce que je veux leur dire, c'est en gros, soyez avec nous. N'acceptez pas l'austérité dans les budgets. Soyez avec nous. Revendiquez vous aussi le fait que l'État redonne de l'argent, plus d'argent chaque année pour pouvoir pallier aux dépenses obligatoires et qu'on arrête de couper dans les formations. Que les étudiants arrêtent de payer les pots cassés, quoi. L'UNEF n'a pas prévu aujourd'hui d'envahir la Réunion. Le vote est symbolique. Le budget de l'université est sous tutelle du rectorat. Un plan d'économie a été mis en place. Des filières ont été fermées comme la licence TAPS à Versailles. Des économies lourdes de conséquences selon le syndicat CGT. Nous avons des personnels qui sont partis de leur plein gré, vu l'état de l'université et le budget qui est effectivement insuffisant. Nos revendications sont de bien sûr demander au ministère plus d'argent pour que nous puissions fonctionner simplement correctement. Il
faut savoir qu'actuellement, l'année dernière, nous avons fonctionné avec 25% de budget pour les labos. Et actuellement, il a été voté et décidé par la direction un budget à 50% pour les labos. Du côté des enseignants, on ne comprend pas bien ces réductions jugées facultatives. Avec ce budget, ils s'attendent à une situation légèrement meilleure qu'en 2014, mais sans grande satisfaction. L'année 2015 va être une année difficile encore pour les personnels et pour faire fonctionner et tourner nos formations, c'est incontestable. Tout ce qu'on peut espérer, c'est que le ministère en prenne à un moment ou à un autre vraiment conscience, qu'à l'UVSQ comme ailleurs, nous sommes dans une sous-dotation qui est chronique maintenant et qui n'est pas tenable sur le long terme. Si nous avons des budgets compressés, des budgets réduits, ce n'est pas parce qu'il faut faire plus d'économies dans l'absolu, c'est parce que le gouvernement fait le choix de donner 6,5 milliards en crédit impôt recherche sur des dispositifs dont tout le monde sait, enfin en tout cas beaucoup le disent, qui sont plutôt relativement inefficaces. Donc c'est ça la vraie clé, je dirais. Après, ça n'enlève rien au fait que dans chaque établissement, il y a des choix à faire, des choix politiques, de gestion. Il n'y a aucun problème avec ça. Résultat du vote, 17 pour, 8 contre et une abstention. Le budget est acté. On est dans la dynamique, voire une dynamique plutôt positive puisqu'on peut mettre plus de crédits de fonctionnement qu'on avait pu en mettre en 2014, donc c'est peut-être pas encore le bonheur, le paradis, mais on a pu multiplier par 2 les budgets de fonctionnement des UFR, des laboratoires, et aussi un autre signe intéressant, c'est qu'on offre des emplois au recrutement, alors qu'année dernière, il n'y avait pas eu, enfin l'année dernière, oui, en 2014, il n'y avait pas eu de recrutement. Donc voilà, on recrute donc des enseignants-chercheurs, également des personnels administratifs, ingénieurs techniques. Cette année serait-elle plus sereine? C'est ce que pense l'université. En 2014, elle a réussi à ramener le budget à l'équilibre. La ville de Vélizy ne fait plus partie d'aucune agglomération. Après de nombreuses péripéties juridiques, les préfets des Hauts-de-Seine ont signé le 30 décembre dernier un arrêt autorisant la commune de Vélizy-Villacoublay à quitter la communauté d'agglomération Grand Paris Seine-Ouest. Pour l'année 2015, la ville aura ainsi le statut de commune isolée. Elle pourra donc rejoindre la communauté d'agglomération Versailles-Grand Parc le 1er janvier 2016. Cette décision est liée aux contraintes du budget de la commune. C'est une solution qui arrange tout le monde, selon le maire UMP de Vélizy-Villacoublay, Pascal Thévenot. La première et la deuxième place, ce sont les places qu'occupent respectivement les centres de recherche de Renault-Guyancourt et celui de PSA à Vélizy dans le classement des 100 premiers centres de recherche de développement de France. Ce classement a été publié par la revue Industrie et Technologie la semaine dernière. D'autres entreprises yvelinoises sont également présentes dans ce classement. On notera donc Zodiac Aerospace à Plaisir à la 14e place, Dassault Systèmes à Vélizy-Villacoublay qui occupe la 17e position, et un peu plus loin dans le classement AK Research à Guyancourt qui est 69e. Alors la recherche et développement tient une place centrale dans la filière automobile yvelinoise puisque 15 000 emplois environ lui sont consacrés. Pour rappel, plus de 150 entreprises du secteur sont aujourd'hui implantées sur le territoire. Je vous propose maintenant de passer à notre entretien de la semaine. Cette semaine, je le rappelle, nous sommes avec Mohamed Mansouri, donc le directeur du Club FAS. Alors tout d'abord, Mohamed Mansouri, est-ce que vous pouvez me rappeler un petit peu l'action du Club FAS, ses objectifs, ce qu'il fait, son essence même? Oui, bonsoir. Donc le Club FAS a été créé en 1999, donc à l'initiative de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, et puis du réseau national FAS, Fondation Agir contre l'exclusion. Et en fait, l'objectif principal du réseau FAS, c'est de pouvoir fédérer et d'accompagner le monde économique dans une démarche sociétale. Donc on a différents champs d'action. On a effectivement un champ d'action autour de l'école, favoriser des liens entre les écoles et puis les entreprises. On a un champ d'action autour de l'emploi, notamment au travers d'actions de parrainage. On a également un champ d'action autour de l'égalité, donc qui prend la forme d'ateliers inter-entreprises sur des sujets en lien avec les questions de diversité. Et puis un autre champ qui est le champ territoire, où là c'est toute la contribution du club sur l'animation et la vie du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. D'accord. Alors pour cette année, l'année qui vient de se passer, donc 2014, quel bilan faites-vous un petit peu? Bilan plutôt positif, puisque effectivement, on a eu en 2014 plusieurs actions qui ont été menées avec des résultats probants. On a par exemple sur l'axe école touché 330 élèves, toute action école confondue, au travers des visites d'entreprise, au travers de notre participation à la semaine de l'industrie, au travers également de notre participation à la semaine école-entreprise, et puis des actions qui ont été menées permettant aussi aux jeunes de pouvoir favoriser, en tout cas de découvrir le monde de l'entreprise et puis de découvrir également les métiers présents sur le territoire. Je pense également à la graine d'entreprise qui a été menée au cours de cette année 2014 et puis qui continue sur l'année 2015. Sur l'axe emploi, là aussi des résultats assez probants puisqu'on est
sur une centaine de personnes accompagnées, avec un taux de retour à l'emploi de à peu près 60-65 personnes, donc qui, dans le contexte actuel, est plutôt un résultat très, très satisfaisant. En tout cas, nous, on le considère tel quel. Et puis, avec en point d'orgue, forcément, l'anniversaire des 15 ans du club qui se sont déroulés le 16 octobre dernier au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Alors justement, vous parliez un petit peu des jeunes. Quels ateliers ont bien marché? Je suppose que les visites d'entreprise, voilà, c'est quelque chose qui motive peut-être les jeunes pour aller vers l'emploi et leur expliquer un petit peu comment ça se passe. Vous pouvez m'en dire un peu plus? Oui, et puis effectivement, ce sont des actions très concrètes, très pragmatiques. Nous, c'est notre positionnement, c'est effectivement être dans l'action, sur le terrain, auprès des partenaires, auprès des acteurs, auprès des entreprises. Donc ça passe par effectivement ce type d'action, des visites d'entreprise. Donc là, ce sont les jeunes qui vont aller découvrir une entreprise, comment fonctionne une entreprise dans l'intérieur. On a effectivement d'autres actions type graines d'entreprise, où là, on va accompagner pendant toute une année une classe d'élèves dans le cadre d'un projet pédagogique de création d'entreprise. Et puis sur l'axe emploi, des ateliers aussi collectifs qui ont beaucoup de succès également en 2014, puisqu'on a à peu près une centaine de participants sur ces différents ateliers. Et puis les ateliers également Club 45+, qu'on organise à la Cité des Métiers. Donc une palette d'actions qui permet à nos entreprises partenaires de pouvoir s'impliquer localement sur les questions d'emploi et puis sur des questions de lien entre les écoles et puis les entreprises. Et justement, les seniors, est-ce que vous vous en occupez de plus en plus? Il y a de plus en plus de plus de 45 ans, on va dire, qui viennent vers vous pour l'emploi, pour la recherche d'un emploi ou peut-être la reconversion? Alors, ce qu'on constate effectivement depuis ces dernières années, c'est que parmi les personnes accompagnées, nous avons de plus en plus de seniors. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. C'est-à-dire qu'on avait effectivement des profils types qu'on accompagnait. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de profils dits seniors. Et c'est pourquoi on a aussi souhaité proposer des actions personnalisées auprès du public senior. Parce que lorsqu'on accompagne un public senior, forcément, ce n'est pas la même façon qu'un public jeune. Donc on a dû également s'adapter, on a dû faire évoluer aussi notre manière d'accompagner ce public-là. Donc ça passe par des ateliers Club 45+, à la Cité des Métiers, et puis un accompagnement individualisé auprès de ce type de public. C'est plus compliqué d'accompagner les seniors que les jeunes? Est-ce qu'il y a des demandes particulières? Il faut, je ne sais pas, peut-être avoir un management, un accompagnement qui est plus sensible ou je ne sais pas. Oui, si vous voulez, le senior, il arrive avec son expérience professionnelle, il arrive avec un vécu, il arrive effectivement avec un bagage. Donc tout ça, il faut le prendre en compte, ce qui n'est pas le cas d'un jeune qui démarre dans la vie active. Donc il faut déjà faire un travail de deuil par rapport à l'expérience passée, donc en disant effectivement qu'au senior, il a eu une certaine expérience professionnelle sur laquelle il va pouvoir construire aussi une offre de service, une offre de compétences. Donc on va l'amener aussi à faire évoluer sa posture, passer d'une posture de demandeur d'emploi à une posture d'offreur de service. D'accord, et justement, alors voilà qu'on parle de demande d'emploi, chômage pour 2015 ne s'annonce, pas qu'il ne va pas baisser. Justement, vous avez des projets pour 2015, des initiatives particulières qui vont arriver? Oui, vous nous connaissez, le Club Face est toujours dans l'innovation. En tout cas, on tente toujours d'avoir une démarche innovante et puis de mettre en place de nouvelles actions, de nouvelles initiatives. Sur l'école, on a Classe en entreprise qui va être menée avec une entreprise partenaire et puis un établissement scolaire du territoire qui, je le rappelle, permet à un groupe d'élèves d'être immergés dans les locaux d'une entreprise partenaire. Et donc il y a un programme pédagogique qui va être défini et les cours vont être assurés et préparés entre des binômes enseignants professionnels. Sur la partie emploi, donc c'est la mise en place de Job Academy, donc qui permet à une entreprise partenaire de pouvoir mettre à disposition des parrains et des marraines, des collaborateurs de l'entreprise, et tout ça porté par l'entreprise avec également des ateliers collectifs. Donc vraiment, on pourra porter cette dynamique d'accompagnement permettant aux chercheurs d'emploi de pouvoir avancer dans leur démarche. Et puis, on a effectivement d'autres sujets qui sont la participation également du club à des projets de territoire. On a par exemple en projet le forum de l'apprentissage, on a également la participation à la semaine de l'industrie, donc qui aura lieu au mois d'avril. Vous le voyez, donc l'actualité au niveau du club est très riche, qui s'annonce pour cette année 2015. On parlait en 2015 de la taxe d'apprentissage dont vous allez peut-être pouvoir bénéficier en tant que réseau, que club. C'est cela, vous pouvez m'en dire plus? Oui, autre sujet, effectivement, fait nouveau pour cette année 2015, c'est que le Club Face va être habilité à percevoir une partie de la taxe d'apprentissage. Donc l'entreprise qui a effectivement des apprentis est amenée à verser une partie de cette taxe d'apprentissage. Et donc le club
est habilité pour percevoir donc une partie de cette taxe d'apprentissage à hauteur de 65%, ce qu'on appelle du hors quota, donc je ne vais pas rentrer forcément dans les détails techniques, mais l'entreprise, c'est aussi également une manière pour elle de contribuer sa participation et sa collaboration sur le territoire avec le soutien d'actions très concrètes portées vers le lien entre l'école et puis l'entreprise. Est-ce que vous avez plus besoin donc, cette taxe d'apprentissage que les entreprises peuvent vous reverser, ou peut-être plus de parrains? Quels sont vraiment ce qui devient un peu nécessaire en ce moment pour vous, vos besoins actuels? Nous, on fait un appel global aux entreprises, c'est-à-dire que nous, on accueille les entreprises les bras ouverts. On a effectivement une démarche permanente d'aller à la rencontre des entreprises, des TPE, des PME, des grands groupes, pour permettre également à l'entreprise de s'inscrire dans le cadre d'une démarche territoriale et puis d'inscrire l'entreprise dans l'écosystème 50 ans en Yvelines en étant partenaire du club. Donc c'est effectivement dire aux entreprises qu'on a besoin de vous, qu'on a besoin des entreprises, mais que les entreprises ont également besoin d'un partenaire comme le club. C'est du gagnant-gagnant. Et là, effectivement, donc je fais un appel pour recruter de nouveaux parrains marraines sur l'emploi, puisque plus on aura un réseau de parrains marraines et plus on aura d'entreprises qui vont venir rejoindre le club, plus effectivement ce sera des solutions permettant à nos publics d'avancer dans leur recherche d'emploi, mais également pour les jeunes de découvrir de nouveaux métiers. Et puis effectivement, une autre contribution, une autre manière de contribuer, c'est de verser une partie de cette taxe d'apprentissage. Donc tous les documents sont mis en ligne sur le site internet de FAS Saint-Quentin. Eh bien, vous avez entendu l'appel. Voilà, si vous souhaitez être parrain et travailler avec le club FAS, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet pour avoir plus d'informations. Merci beaucoup, Mohamed Mansouri, d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Je vous propose maintenant de passer aux chiffres de la semaine. 48,9%, c'est le pourcentage des Français qui ont participé aux soldes d'hiver lors du premier week-end de lancement. Selon un sondage Toluna réalisé le samedi 10 et dimanche 11 janvier, la baisse est notable par rapport à la même période l'an dernier, environ 3 points de moins. Les soldes commencent mal, c'est un phénomène qui est en partie lié notamment aux attentats terroristes de la semaine dernière qui a touché bon nombre de Français. Sur les 5 premiers jours des soldes, la fréquentation a reculé de 12% en Ile-de-France, selon les chiffres du Conseil national des centres commerciaux. Pour tenter de limiter la casse, les commerçants ont débuté la deuxième démarque plus tôt que prévu. Et nous restons dans la mode, je vous propose maintenant de passer au métier de la semaine. Et oui, je vous le disais, nous restons dans la mode et les vêtements avec ce métier, une profession qui fait rêver, styliste, créateur. Certains travaillent dans de grandes maisons de haute couture, d'autres dans des ateliers ou des entreprises un peu plus modestes. C'est le cas de Marie-Odile Royer. Elle est installée à Voisins-le-Bretonneux et elle confectionne notamment des costumes pour hommes. Elle a accepté de nous parler de son métier. Regardez ce portrait réalisé avec Élodie Moine et Romain Ruspini. Tout commence sur du papier. C'est là que prennent forme les idées de Marie-Odile, des inspirations qu'elle confectionne par la suite. À 28 ans, cette styliste créatrice vicinoise vient de lancer sa marque de costumes pour hommes. Les vêtements masculins sont ceux qu'elle affectionne le plus. J'aime bien la coupe, j'aime bien la technique. D'un côté, c'est plus simple que faire des vêtements pour femmes. Qu'un costume, vous pouvez faire de la nouveauté. C'est ça aussi, le challenge, c'est faire de la nouveauté avec quelque chose qui reste tout le temps stable. Travailler dans le milieu de la mode, un rêve d'enfant pour Marie-Odile. Après un BEP puis un bac pro métier de la mode, elle fait un BTS option gestion de production, toujours dans cette même filière. À la suite d'un voyage d'1 an en Irlande, la styliste rentre chez elle et crée l'atelier de la Lande. Je me suis dit, plutôt de chercher un travail qu'on risque pas, peut-être pas me donner selon mon expérience, selon mon truc, pourquoi pas créer ma propre entreprise, sachant que j'engage que moi, j'engage personne d'autre, j'ai l'argent devant moi. Je me suis lancée. Pendant 5 ans, elle donne des cours de couture dans son atelier et réfléchit à son projet avant de se lancer. L'expérience est importante, savoir coudre et utiliser les différentes techniques est essentiel. Un styliste doit maîtriser toutes les étapes de la confection d'un vêtement. Je suis très technique, j'adore qu'on me donne un problème à résoudre. C'est ça que j'aime bien dans la couture, c'est qu'il y a toujours un problème à résoudre et trouver la solution au problème. Il faut avoir énormément d'imagination parce que le client il arrive, il vous pose une question et il faut savoir répondre en moins de 5 minutes. Pour ces costumes, c'est le client qui décide de chaque détail, de la couleur, la coupe du pantalon, jusqu'aux poches de la veste. Les prix s'échelonnent entre 400 et 1500 € selon les modèles. Marie-Odile prend les mensurations et envoie les détails à un fabricant. Elle s'occupe ensuite des retouches. Ce n'est pas du sur-mesure, mais de la grande mesure. On arrange selon la taille et tout, on arrange tout le truc. Par exemple, on va éviter que ça baille ici, parce que souvent ça baille au niveau du costume.
On arrange tous ces petits détails pour que ça devienne vraiment quelque chose de nickel et vraiment auprès du corps. C'est pas quelque chose qu'on peut avoir en magasin. On va acheter un costume en magasin, c'est un costume qu'on peut retrouver après sur quelqu'un d'autre. Celui-là, je le retrouverai pas sur quelqu'un d'autre. Et c'est ça, c'est un concept que je trouve très sympa. Il faut ensuite choisir les tissus et les motifs. Benoît a le droit à une attention toute particulière. Il fait partie des mannequins non professionnels choisis pour représenter la collection de Marie-Odile. En échange de leur travail, elle leur a tous confectionné le costume de leur choix. Pour se lancer, elle a dû débourser 20 000 €. La création d'une marque demande beaucoup d'argent, alors il faut être imaginatif et ingénieux. J'ai envie que les gens se disent j'étais là, j'y contribuais, ça m'appartient un peu. Je fais travailler mes amis, je fais travailler les gens qui m'entourent. Parce que je ne vois pas pourquoi je vais prendre une grosse boîte pour obtenir ce que je veux. Voilà. Pas obtenir ce que je veux, mais pour essayer à travailler. Une entreprise familiale et amicale, Marie-Odile l'a faite à son image, du sur-mesure pour la créatrice. Et si ce sujet vous a plu, sachez que l'atelier de la Lande ouvre ses portes dès demain jusqu'à dimanche aux curieux. Passons maintenant à l'entreprise de la semaine. L'entreprise de la semaine est une petite savonnerie artisanale Igny-Montaigne. Stéphanie Griard-Sigel s'est lancée dans cette aventure il y a 3 ans. Elle nous a reçus dans sa petite entreprise. Regardez ce reportage réalisé avec Patrick Jacques de Dixmude et Romain Ruspini. Chaque semaine, c'est avec sa propre voiture qu'elle fait ses livraisons. Aujourd'hui, Stéphanie va réapprovisionner un salon de coiffure qui vend ses savons. Bonjour tout le monde. Bonjour Stéphanie. Ici, elle fait comme chez elle. La chef d'entreprise connaît très bien les distributeurs de ses produits. J'essaye de rester au maximum dans le local, dans la distribution. J'en ai 3-4 petits magasins bio avec qui je travaille. Ça a été ma première pensée, en fait. Après, il y a les petits marchés Noël, les petits marchés de créateurs qui y a un petit peu de temps en temps par-ci, par-là. Ces savons pour le corps et le visage, Stéphanie les produit depuis 3 ans, chez elle, dans sa maison à Montigny-le-Bretonneux. C'est ici que se cache son laboratoire, un laboratoire un peu particulier. Il n'y a ni produits chimiques ni cuve de cuisson, c'est la méthode de saponification à froid. Il n'y a pas de chauffe pendant la fabrication. Et c'est pour conférer au savon plus de pouvoir hydratant, et préserver la qualité des huiles qui sont, elles, première pression à froid, les huiles essentielles qu'on ne doit pas chauffer parce que ça les altère. Les savons de la jeune entrepreneur sont naturels et biologiques. Toutes les matières premières utilisées comme les huiles, les essences de fleurs ou le beurre de karité sont certifiées biologiques. Elle doit aussi respecter les mêmes normes qu'une savonnerie industrielle, des normes contraignantes sur la lumière, la température et les locaux en général. Ici, c'était un garage et on a tout transformé pour que ce soit une savonnerie et qui soit bien dans les clous. 1 heure est nécessaire pour fabriquer 40 kg de savon. Ce qui prend le plus de temps, c'est la saponification à froid, ce processus chimique qui permet au liquide de se durcir et de synthétiser le savon. C'est le beurre de karité et le beurre de noix de coco qu'on met avec l'huile d'olive. Voilà, donc là, on a nos 4 huiles. Un peu d'essence de lavande et la soude nécessaire à la réaction chimique. La savonnière se transforme en chef pâtissier et procède au mélange. Comme pour un gâteau, elle va réaliser un marbrage. Le bleu, c'est de l'indigo, donc une plante. Et l'argile rose, qui est un mélange d'argile blanche et d'argile rouge. Après avoir versé le savon dans un moule, Stéphanie laisse parler sa créativité en décorant leur surface avec des minéraux. Le savon va ensuite reposer 6 semaines avant d'être vendu, environ 5 € les 100 grammes. C'est tout ce que j'aime. Il y a la partie création, il y a la partie savon à froid qui pour moi était super important parce que c'est des savons qui, contrairement aux savons industriels, qui sont moins éthiques et moins intéressants au niveau des ingrédients, des propriétés et puis de ce qu'ils apportent après par la suite en termes de soins pour la peau. Sensible aux problèmes allergènes, l'aspect biologique est très important pour Stéphanie. Si elle n'a pas fait de formation pour devenir artisan savonnier, elle n'est pas novice dans ce domaine. C'était au début une passion que j'avais de faire mes cosmétiques moi-même pour ma famille et mon usage personnel.
Et puis aussi, j'ai toujours été attirée par le monde des parfums. Et d'ailleurs, ça a été mon métier pendant à peu près une dizaine d'années avant de me lancer dans cette savonnerie, où je travaillais dans un laboratoire de confection de parfums. En 3 ans, ses ventes ont doublé, mais Stéphanie prend son temps dans cette aventure qui demande beaucoup d'investissement. Elle espère atteindre les 50 000 € de chiffre d'affaires d'ici quelques années. Et une dernière information avant de se quitter, la Cité des métiers de Trappes organise un zoom sur les métiers d'urbaniste aménagement. Si ces métiers vous intéressent, le rendez-vous est de 14h à 16h le mercredi 21 janvier. Le lycée Villette-le-Duc, l'Ordre des architectes d'Île-de-France et la Société française d'urbanistes seront présents pour animer la réunion. C'est la fin de notre émission. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Philéco. Je vous souhaite une très bonne soirée.